Une équipe fait confiance à un leader quand elle peut prédire son comportement. Et cette prévisibilité est l'un des plus grands marqueurs de professionnalisme. Ce qu'on oublie souvent, c'est que même les meilleurs leaders abîment la confiance à un moment ou à un autre. Pas par de mauvaises intentions, mais parce qu'un oubli, une maladresse ou une mauvaise décision arrive à tout le monde. Quand on parle de confiance en leadership, beaucoup pensent que c'est une affaire de sympathie, de proximité, de relations humaines. Mais dans la réalité, la confiance n'a rien d'émotionnel, elle est structurelle. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une architecture. Une architecture faite de cohérence, de constance et de clarté. Une équipe ne fait pas confiance à un leader parce qu'elle l'aime bien. Elle fait confiance parce qu'elle sait à quoi s'attendre, tout simplement. Le cerveau humain déteste l'imprévisibilité. Et c'est pour ça qu'un leader instable, changeant ou contradictoire détruit la confiance sans même s'en rendre compte. Les travaux de Mayer, Davis et Shorman montrent que la confiance repose sur 3 piliers. La compétence, la bienveillance et l'intégrité. C'est cette combinaison-là qui transforme un leader en point d'ancrage fiable. La compétence rassure l'équipe sur la capacité du leader à piloter. La bienveillance rassure l'équipe sur ses intentions. L'intégrité, elle, rassure l'équipe sur sa cohérence. En réalité, la confiance n'est pas difficile à construire, elle est difficile à maintenir. Parce que chaque incohérence, chaque approximation, chaque « on verra plus tard » vient fissurer l'édifice un peu plus. Et une fissure de confiance se voit toujours plus qu'un effort de cohérence. Une équipe observe son leader sans arrêt. Elle observe ses choix, ses mots, ses silences, ses priorités. Elle observe aussi, surtout, s'il fait ce qu'il dit et s'il dit ce qu'il fait. Et c'est le test le plus fondamental du leadership. Un leader cohérent n'a pas besoin de parler fort, sa cohérence parle pour lui. Il n'a pas besoin d'imposer, il inspire naturellement la fiabilité. Et cette fiabilité est le carburant de l'engagement. Parce qu'on ne s'engage jamais pleinement derrière quelqu'un dont on doute. La confiance se construit donc par des gestes minuscules, répétés dans le temps. Des décisions alignées, des messages clairs, des explications simples. Elle se construit aussi par la façon dont le leader gère les erreurs. Parce qu'un leader qui reconnaît ses erreurs devient crédible, alors qu'un leader qui les cache devient suspect. La confiance se joue donc dans des micro-moments où le leader choisit la vérité plutôt que la façade, où il choisit la cohérence plutôt que la facilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance n'est jamais acquise, elle doit être cultivée. Et le leader doit la protéger comme un actif stratégique, parce qu'une équipe qui n'a plus confiance n'écoute plus, ne suit plus, n'apprend plus. Dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance n'est pas un supplément dans le leadership, c'est le fondement. C'est ce qui permet aux équipes d'avancer sans avoir peur, de parler sans se censurer, de décider sans trembler. C'est ce qui transforme un groupe en collectif et un chef en leader. La première manière de construire la confiance, c'est donc de rendre vos décisions lisibles. Pas forcément populaire, pas forcément longue, mais lisible. Une décision lisible, c'est une décision dont on comprend la logique. Et quand les gens comprennent la logique, ils peuvent accepter la décision même si elle ne leur plaît pas. Alors le leader mature ne dit pas seulement « voilà ce qu'on fait », il dit aussi « voilà pourquoi ça a du sens de le faire comme ça ». La deuxième manière de renforcer la confiance, c'est de tenir vos engagements, et surtout les petits. Parce que ce sont les petits engagements qui créent la crédibilité, et pas les grandes déclarations. Par exemple, dire « je t'appelle demain ». Et rappeler demain construit plus de confiance que n'importe quel discours motivant. Parce que cela montre que votre parole est une promesse et pas simplement un décor. La troisième manière de renforcer la confiance, c'est de clarifier vos limites. Un leader qui prétend tout savoir ou tout faire perd forcément en crédibilité. Dire « je ne sais pas encore » ou « ce point-là nécessite qu'on vérifie » n'affaiblit pas votre autorité, au contraire, cela l'humanise et le solidifie. La quatrième manière de construire la confiance, c'est d'être constant dans vos réactions. Une équipe s'adapte facilement à un leader exigeant. Par contre, elle ne s'adapte jamais à un leader imprévisible. Au contraire, elle le fuit. La constance crée donc un climat émotionnel stable. Les gens savent comment vous allez réagir et cette prévisibilité les apaise. La cinquième manière, c'est de rendre vos feedbacks utiles. Un feedback confus ou agressif détruit la confiance, alors qu'un feedback clair, vous en doutez, et c'est juste et ça le renforce. Le leader qui inspire confiance dit les choses difficiles sans détruire l'estime. Il sépare toujours la personne du comportement. La sixième manière, c'est de reconnaître rapidement ce que les autres ont fait de bien. Pas pour flatter, mais pour valoriser l'effort réel. Parce que la reconnaissance nourrit la confiance mutuelle. Elle montre que le leader voit ce que l'équipe construit. La septième manière, c'est de gérer vos émotions avec maturité. Un leader qui explose, qui se tend ou qui se ferme brusquement fait perdre la confiance. Les émotions doivent être reconnues, mais jamais déversées sur l'équipe. Parce que la sécurité émotionnelle est l'un des fondements de la confiance collective. La huitième manière, c'est de dire les choses difficiles tôt. La confiance meurt dans les non-dits et renaît dans la franchise. Dire ce qui ne va pas permet de corriger avant que ça ne devienne grave. Et cela montre que vous respectez suffisamment l'équipe pour ne pas la laisser dans l'illusion. La neuvième manière, c'est de rester équitable.
Rien ne détruit la confiance plus vite qu'une différence de traitement injustifiée. Et on l'a tous vécu. L'équité, ce n'est pas traiter tout le monde pareil. C'est traiter chacun avec la même exigence et avec la même considération. Enfin, la 10e manière, c'est de protéger les gens publiquement et de les recadrer en privé. Ce geste-là crée une loyauté profonde. Un leader qui défend son équipe face à l'extérieur devient un leader auquel on peut se confier. Un leader qui humilie en public devient un leader qu'on fuit. Alors dans cette deuxième partie, ce qu'on peut retenir, c'est que la confiance se construit sur des gestes simples mais exigeants. Des gestes qui montrent que votre parole est stable, que votre posture est constante et votre intention est claire. Une équipe fait confiance à un leader quand elle peut prédire son comportement. Et cette prévisibilité est l'un des plus grands marqueurs de professionnalisme. Ce qu'on oublie souvent, c'est que même les meilleurs leaders abîment la confiance à un moment ou à un autre. Pas par de mauvaises intentions, mais parce qu'un oubli, une maladresse ou une mauvaise décision arrive à tout le monde. La vraie question, ce n'est pas comment éviter d'abîmer la confiance, c'est comment la réparer si ça doit arriver. La réparation de la confiance commence par une chose simple. Reconnaître le fait sans se défendre. Pas d'excuses longues, pas de justification, pas de détour. Le leader mature va dire « j'ai manqué à mon engagement » ou « j'aurais dû clarifier un point plus tôt ». Et cette phrase, dite calmement, ouvre immédiatement la porte à la réparation, à condition de le faire rapidement après l'événement. La deuxième étape, c'est d'expliquer ce que vous allez changer. Parce que reconnaître l'erreur ne suffit pas. Il faut montrer ce qui sera différent. Dire par exemple « je serai plus vigilant sur » ou « je propose qu'on se cale ainsi à partir de maintenant » donne de la perspective. Cela transforme l'erreur en apprentissage collectif. La troisième étape, c'est d'accepter que la confiance se répare par petites touches. On ne regagne jamais une confiance en un seul geste. C'est la cohérence dans les jours qui suivent qui répare vraiment. Chaque action alignée vient recoller une partie de l'édifice. La quatrième étape, c'est de protéger la confiance comme un actif. Parce qu'une fois réparée, elle est souvent plus sensible qu'avant. Protéger la confiance, c'est éviter les promesses floues, les engagements légers, les décisions prises trop vite. C'est accepter de dire « je te confirme ça demain », plutôt que de dire « oui, on verra bien ». La cinquième étape, c'est d'instaurer un climat où la confiance circule dans les deux sens. Une équipe ne peut pas faire confiance à un leader qui ne lui fait pas confiance en retour. Le leader doit donc montrer concrètement qu'il croit en la capacité de l'équipe. Il délègue, il responsabilise, il écoute vraiment. Mais tout ça, ça doit être authentique. La protection de la confiance passe aussi par la manière dont le leader traite les tensions internes. La confiance ne vit pas bien dans les non-dits, ni dans les rancœurs qui traînent. Alors le leader mature ouvre les conversations difficiles avant qu'elles n'explosent. Il dit par exemple « je sens qu'il y a un point à clarifier entre nous ». Ce geste empêche la pourriture relationnelle, et la confiance, comme tout organisme vivant, ne survit pas longtemps à la pourriture. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un leader capable de réparer la confiance inspire plus que celui qui ne se trompe jamais, parce qu'il montre qu'il est humain, responsable et aligné. La confiance ne demande pas la perfection, elle demande la cohérence. Elle demande la capacité à reconnaître, ajuster et protéger. Et ces gestes-là, répétés dans le temps, créent une loyauté extrêmement profonde. À long terme, une équipe se souvient d'un leader qui a su protéger la relation, même dans les moments fragiles. Elle se souvient de sa maturité plus que de ses erreurs. Dans cette vidéo, ce qu'il faudra retenir, c'est que la confiance, c'est un capital vivant. Elle se construit, elle se renforce, elle se répare et elle se protège. Et le leader qui maîtrise ces 4 dimensions devient naturellement un pilier pour son organisation. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est fiable. Alors si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue vraiment dans le leadership, pensez à vous abonner, à laisser un like ou un commentaire. Ça me permet de continuer à proposer du contenu exigeant, utile et directement actionnable dans votre discipline de manager ou de dirigeant. Alors on se retrouve très vite pour la suite, et d'ici là, prenez soin de votre leadership parce que c'est votre meilleur outil pour faire grandir les autres et continuer à grandir vous-même. À très vite.